Donc bonsoir à tous. Donc en effet, je fais partie du laboratoire d'INAFOR et c'est un laboratoire d'écologie du paysage qui regroupe des collègues de l'INRAE, dont moi, et aussi de deux écoles d'ingénieurs, l'école d'agronomie, l'ENSAT, et l'école de Purpan, qui est une école généraliste et qui a aussi une formation forestière. Et donc, on est un groupe de collègues qui travaillons sur l'écologie de la pollinisation et l'écologie des communautés des abeilles sauvages. Et donc là, je vais vous présenter des résultats issus de nos recherches, donc de tout notre petit groupe. Donc d'abord, je vais vous parler rapidement du déclin mondial des pollinisateurs, les causes et les effets, mais pas trop longtemps, parce que je pense que vous êtes largement au courant. Après, je vais vous faire un peu de sciences nat, biologie et écologie des abeilles, parce que c'est toujours bien de comprendre son modèle d'étude. Et enfin, l'état de nos recherches sur les abeilles dans les paysages agricoles. Donc actuellement, on est en pleine sixième extinction, donc ça touche toutes les espèces, y compris les insectes, dont les pollinisateurs. On estime qu'on a perdu ou on a une diminution des effectifs de 50 à 60%, 70% des espèces de pollinisateurs et d'abeilles. Et beaucoup de mortalité dans les colonies d'abeilles mellifères, des gros déclins sur les bourdons en Europe. Donc il y a diverses causes, mais la cause première, c'est l'utilisation des phytosanitaires, et en particulier des insecticides, et la destruction des habitats par l'urbanisation, donc destruction pure et simple, et via l'agriculture. Suivant les études, il ressort soit l'un, soit l'autre en première cause et l'autre en seconde cause, mais en général, c'est plutôt les phytosanitaires qui arrivent en premier. Et donc, pourquoi ça intéresse beaucoup de monde, c'est ce déclin des pollinisateurs en particulier. Mais c'est parce qu'il y a des conséquences financières énormes à leur déclin, parce que ça touche directement la production alimentaire et l'équilibre alimentaire des gens. Donc on estime qu'il y a 95% des plantes à fleurs sauvages qui dépendent de la pollinisation, donc c'est un impact direct sur la biodiversité en général, si on a moins de pollinisateurs. Il y a 65% des plantes cultivées qui dépendent de la pollinisation entomophile, et donc ces insectes sont nécessaires à la production agricole. Et donc, il y a 35% de la production agricole mondiale qui est dépendante de la pollinisation entomophile. Et donc, c'est évalué à environ 156 milliards d'euros par an. Donc, la dépendance à la pollinisation va dépendre des plantes concernées. Les cultures les plus dépendantes, qui est tropicaux, genre cacaotéers, caféiers. Ensuite, il y a les fruitiers tempérés, pommiers, poiriers, amandiers. Donc, il y a pour compenser le manque de pollinisateurs, on installe des ruches d'abeilles mellifères, de bourdons, mais aussi d'abeilles sauvages de type osmie. Les plantes médicinales et aromatiques, les plantes potagères et fruits, donc fruits et légumes, et les légumineuses et oléagineuses. Donc, le déficit de pollinisation va créer une baisse de la quantité de fruits ou de légumes et aussi de la qualité alimentaire et provoquer des déséquilibres alimentaires. Donc là, vous avez un exemple typique d'une fraise qui est pollinisée dont la fleur a été pollinisée par des pollinisateurs sauvages. Au centre, une qui a été uniquement pollinisée par le vent et l'autre en autofécondation. Donc on a une baisse drastique de la taille de la fraise. Alors le déséquilibre alimentaire, c'est parce que en fait, les plantes qui ont besoin de la pollinisation sont principalement celles qui apportent des acides aminés et des nutriments spécifiques, alors que celles qui ne dépendent pas de la pollinisation, comme beaucoup de céréales, sont plutôt axées sur des protéines. Donc ça va vraiment jouer sur l'équilibre, un déficit de certains acides aminés et vitamines chez les gens. Donc les insectes sauvages, et principalement les abeilles sauvages, ont une contribution majeure à la pollinisation de nombreuses cultures. Et le graphique que je vous ai mis pour différents types de cultures indique l'efficacité de pollinisation, de fructification après des visites florales. Et pour honeybees, donc c'est les abeilles mellifères et les insectes sauvages. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une beaucoup plus grosse variabilité lorsqu'on a une pollinisation par les abeilles domestiques
et des rendements plus faibles. Alors, pourquoi on a des meilleurs rendements lorsqu'on a des insectes pollinisateurs sauvages? Eh bien, c'est lié à leur diversité, justement, puisque en fonction de leur taille, de leur comportement alimentaire, la façon dont ils se nourrissent et dont ils vont chercher les ressources sur la fleur, certaines parties vont être pollinisées par certaines espèces de façon complémentaire à d'autres espèces. Donc, on peut avoir certaines espèces d'abeilles qui vont plutôt aller butiner à la base de la fleur, au sommet de la fleur, sur des fleurs nouvellement ouvertes ou anciennement ouvertes. Va y avoir plus ou moins de fidélité à la plante. Certaines espèces vont butiner sur des conditions climatiques beaucoup plus larges que les abeilles domestiques. Par exemple, les bourdons sont des insectes qui sont capables de maintenir leur température interne et donc ils peuvent sortir lorsque les températures sont basses, alors que l'abeille domestique n'en est pas capable, tout comme les autres abeilles sauvages en fait. C'est les bourdons qui arrivent à maintenir leur température. Donc plus on a des communautés diversifiées, plus on a de chances que la pollinisation soit efficace. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas substituer une communauté riche à simplement des ruches d'abeilles domestiques ou d'osmies. Donc en Europe, on a à peu près 2000 espèces d'abeilles sauvages. Et en France, on en a environ 970, dont 44 espèces sont les bourdons. Donc en fait, dans les abeilles sauvages, on a les bourdons et les autres. Et là, je vous ai photographié une boîte qu'on utilise avec les scolaires pour leur montrer la diversité des abeilles assez communes en France. Donc tout au milieu, en haut, là, vous avez la grosse noire avec les ailes un peu violettes. C'est le xylocope, l'abeille charpentière, qui est notre plus grosse abeille en France. Ensuite, un peu plus bas, là, vous avez tous les bourdons, qui sont aussi assez gros. À chaque fois, il y a trois individus, parce que chez les bourdons, il y a la reine, les mâles et les ouvrières. Donc les reines sont en général plus grosses et les femelles plus grosses. Mais vous avez aussi des abeilles sauvages qui sont minuscules. Donc je ne sais pas si vous voyez avec la souris, là, certaines Lasioglossum sont de la taille de moucherons, là. Ils font même pas 5 mm. Pareil pour les Yaleus. Donc il y a une grosse diversité de tailles, de couleurs, de comportements qui font que voilà, il va y avoir une complémentarité entre les espèces. Donc si on regarde un petit peu comment se répartissent ces espèces au niveau taxonomique, donc les abeilles, ça fait partie des hyménoptères et du groupe des anthophiles. Et on a différentes catégories taxonomiques là-dedans. Donc, qu'on connaît en général, c'est la famille des Apidae, donc je vais parler juste après. Il y a de grosses familles, en particulier les mille. Là, j'ai une photo d'osmies, et des visiteurs très fréquents des hôtels insectes et qui sortent très tôt euh, au printemps et qui pollinisent beaucoup les arbres fruitiers. Et on a aussi les découpeuses de feuilles, la photo juste en dessous. Euh, on trouve fréquemment sur certaines espèces végétales des trous comme ça dans les feuilles. Et en fait, elles sont utilisées pour garnir l'intérieur des loges dans les nids. Et là en bas, vous avez une autre grosse espèce qui est très rayée, un peu à la maille à l'abeille, qui est une alectidée qu'on voit aussi fréquemment en milieu rural. Et donc, dans les apidés, on a trois grosses familles. L'exylocope, donc la grosse abeille noire que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est différente donc des bourdons. Les nomadinés, qui sont des kleptoparasites. Et là, je vous parlerai du parasitisme juste après. Et les apinés, dont là-dedans, on a les abeilles domestiques et les bourdons, par exemple. Donc, ce qui est commun à toutes ces espèces, c'est que ce sont des pollinisateurs centraux. C'est-à-dire que la femelle fait un nid et ensuite va se déplacer pour chercher des ressources autour de ce nid et va systématiquement revenir au nid. Donc ça ne fonctionne pas du tout comme un cirfe ou un papillon qui va se déplacer au gré des conditions climatiques et des sources de nourriture. Là, à chaque fois, ils vont chercher de la nourriture et ramènent au nid. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont chercher? La première chose, c'est qu'ils vont récolter du nectar, enfin elles, puisque ce sont les femelles
qui s'occupent de la nidification. Donc, ils vont chercher du nectar. Donc ça va apporter des sucres, des carbohydrates. Donc c'est plutôt pour la nutrition de tous les jours pour les adultes. La fabrication du miel chez les abeilles mellifères qui va leur permettre de combler des périodes où il y a moins de ressources, et en particulier la période hivernale. Euh, Ils peuvent aussi récupérer chez certaines espèces le miela, donc les sécrétions sucrées des pucerons, cochenilles ou insectes suceurs, qui peut aussi faire du miel d'ailleurs, comme le miel de sapin. Donc ça, c'est la partie nectar. Et ensuite, elle récolte du pollen. Et donc le pollen, c'est la source de protéines, lipides et différentes vitamines et minéraux. Et à partir de ce pollen et du nectar ou alors du miel chez l'abeille mellifère, plus les enzymes qu'elles ont dans la salive, elles vont fabriquer ce qu'on appelle le pain d'abeille qui va être la nourriture du couvain. Euh, et donc, en fait, les enzymes qu'il y a dans la salive vont faire fermenter ce mélange et va permettre d'hydrolyser les protéines en acides aminés et faire un aliment très riche pour le couvain. Et enfin, certaines espèces récoltent aussi des résines végétales pour la nidification, pour boucher les trous d'entrée du nid, par exemple, ou pour d'autres utilisations. Mais en tout cas, les individus adultes ne mangent pas le pollen, c'est vraiment pour la nutrition des larves. Donc la récolte du pollen chez la femelle, elle se fait de différentes manières. En général, il y a des particularités morphologiques sur l'abeille qui permettent de ramasser ce pollen, enfin de le conserver accroché au corps. Donc là, à gauche, vous avez une andrène qui a des poils sur les pattes postérieures qui permettent de stocker le pollen. Donc là, le pollen, il est juste accumulé dans les poils qui le retiennent. Tout à droite, vous avez une mégachyle où là, elle a des brosses ventrales, c'est-à-dire que le pollen est conservé sous l'abdomen et pas du tout sur les pattes. Et au centre, vous avez un bourdon qui, lui, a des modifications morphologiques des pattes, comme l'abeille mellifère d'ailleurs, qu'on appelle des corbeilles et qui permettent d'accumuler des boules de pollen sur les pattes arrière. Donc, comment il récolte le pollen? La première technique, c'est simplement avec les pattes et il le positionne sur les zones de stockage. Mais lorsque le pollen est pas facilement accessible, il y a une autre technique qu'on appelle le buzz, où en fait, ça se fait beaucoup chez les bourdons. Euh, le bourdon va changer sa fréquence de vibration des ailes. Alors, quand on est à côté, on entend, c'est beaucoup plus aigu. Et en fait, c'est une fréquence qui va faire décrocher le pollen. Donc, quand il a comme sur cette image-là, des plantes en forme de tube, il ne peut pas aller chercher le pollen au fond. Donc, il se met en dessous, il vibre et le pollen tombe sur son abdomen. Il le récolte pour faire ses pelotes. Et c'est aussi le cas pour des espèces de plantes qui ont des étamines qui s'ouvrent sous forme de petits pores. Et en fait, ça fait secouer un peu comme une salière. Le pollen va tomber des étamines. Il va pouvoir le récupérer voilà, en changeant la fréquence de vibration des ailes. Ensuite, pour récolter le nectar, ils utilisent leur langue. Ils l'aspirent en fait. Et donc, cette langue, elle peut être courte ou longue. Et la longueur de cette langue va leur permettre d'accéder à un nectar qui est plus ou moins profondément positionné dans la fleur. Et donc, ça va avoir un lien avec la lexie, qui est la spécialisation alimentaire des abeilles. Et après, il y a des petits malins chez les bourdons. Là, en bas à droite, vous avez les voleurs de nectar. Et en fait, comme les bourdons ont des mandibules assez puissantes, et quand ils n'arrivent pas à accéder au nectar, ils peuvent faire un trou à la base des corolles pour pouvoir aller chercher le nectar. On appelle ça le vol de nectar parce que du coup, il ne participe pas à la pollinisation. Il ne va pas capter du pollen en rentrant dans la fleur. Euh, et donc, pour la plante, ça veut dire une diminution de sa fécondité. Et en plus, une fois que le trou est fait, il y a plein d'autres espèces qui en profitent pour aller piquer le nectar aussi au lieu de rentrer dans la fleur. Donc ça, on le voit très bien sur certaines grosses fleurs de fèves, par exemple, de différentes fabacées. Il y a un petit trou à la base qui permet d'accéder directement au nectar.
Donc le lectisme, qui est la spécialisation alimentaire, il y a une grande variabilité chez les abeilles de cette spécialisation. Il y a ce qu'on appelle les oligolectiques, qui sont des espèces qui sont spécialisées sur une famille ou une espèce de plantes. Donc là, à gauche, je vous ai mis une Mélita qui est spécialisée sur les fabacées. Donc ça, elle est spécialisée sur une famille, mais c'est une famille qui est très largement répandue et très diversifiée. Donc elle va butiner sur un nombre de taxons quand même assez important. Au milieu, vous avez le Bombus magnus qui, lui, est spécialisé sur les éricacées. Donc déjà, ça concerne beaucoup moins d'espèces. C'est beaucoup plus resserré comme nombre de taxons possibles à butiner. Et à droite, vous avez Macropis europea qui est spécialisée uniquement sur la lysimaque. Elle ne collecte que le pollen de lysimaque. Et c'est une fleur qui ne produit pas de nectar. Donc, pour faire son pain d'abeille, elle récupère l'huile de mésite qui est produite par la fleur pour faire un pain spécial. Et comme elle ne peut pas avoir de nectar dans ces fleurs-là, elle va dépendre d'autres espèces pour le nectar. Et donc là, on a vraiment une spécialisation alimentaire pour le couvain, alors que les adultes sont capables de récolter le nectar sur d'autres espèces. Donc au final, c'est assez variable. Et après, on a les polylectiques qui sont les généralistes. Donc là, je vous ai mis un Bombus terrestris. Donc vous avez là des photos de Bombus terrestris sur des plantes à morphologie très très différentes, plus ou moins tubulaires, avec du pollen et du nectar plus ou moins facile d'accès. Donc ceux-là, ils vont profiter de n'importe quelle espèce et donc ils sont souvent moins sensibles à la fragmentation, à la perte d'habitat. Donc ensuite, un trait important chez les abeilles sauvages, c'est la nidification. Donc la majorité des espèces d'abeilles sauvages nidifient dans le sol, ce sont des terricoles. Et soit elles utilisent des cavités déjà présentes, soit elles creusent leurs propres cavités. À gauche, vous avez un nid de bourdons. Donc les bourdons, ils sont assez spécialisés dans la récupération des nids de rongeurs. Donc ils trouvent l'entrée d'un nid qui n'est plus utilisé et font leur propre nid à l'intérieur. Donc là, vous voyez les cellules, on dirait des miel pops. On appelle ça les nids miel pops, la colonie de bourdon. Et à droite, vous avez une bourgade. En fait, on verra ensuite, il y a différents types de socialisation d'abeilles. Et donc là, c'est des espèces qui aiment bien vivre les unes à côté des autres. Chacun a son nid, mais ils sont regroupés dans une bourgade. Et elle creuse son nid directement, par contre, par elle-même. Ensuite, on a les cavicoles qui nichent principalement dans les végétaux. Donc, c'est celles qu'on attire dans les arbres, les hôtels à insectes en faisant des trous dans des bûches, hein, des choses comme ça, ou en mettant des tiges d'espèces qui ont une moelle tendre qu'elles peuvent creuser. Donc, en haut à gauche, vous avez une espèce qui est toute petite qui va utiliser le trou de la moelle à l'intérieur d'une branche pour faire son nid. En haut à droite, vous avez les énormes trous que sont capables de faire les abeilles charpentières et qu'elles creusent elles-mêmes. Mais alors, il y a certaines espèces qui utilisent aussi les trous de sortie des coléoptères sabroxyliques. Et en bas, vous avez, pour vous montrer un exemple d'une petite espèce qui va boucher le trou avec une petite membrane, mais ça peut être fait justement d'une végétale ou alors d'agglomérat entre de la résine et des cailloux. Donc, vous voyez que les trous sont de diamètre très différent et ça va être lié à la taille de l'espèce. Les petites espèces ne vont pas aller dans les grands trous. Donc, dans un hôtel insecte, si on veut accueillir une diversité d'abeilles cavicoles, il faut avoir des trous de diamètre différents. Et pas là, sur cette image, ils ont quasiment tous, il y a peut-être deux tailles de trous, mais on peut faire plusieurs diamètres. Et après, il y a les petits malins, les parasites. Donc, il y a deux types de parasitisme chez les abeilles coucou, qui sont les kleptoparasites, et les bourdons parasites sociaux. C'est un nom un peu spécial, c'est l'inquilinisme. Donc, je vous ai mis une photo d'une abeille kleptoparasite qui est super jolie, noire et blanche, un peu panda. Donc, les kleptoparasites, souvent, elles sont fidèles à une espèce. Et donc, celle-là, par exemple, elle va parasiter deux espèces d'Anthophora, Estivalis et Plagiata.
Alors, comment les kleptoparasites font? Alors, elle s'appelle abeille coucou parce que ça fonctionne comme le coucou. La femelle va trouver le nid là d'Anthophora estivalis, rentrer quand l'autre individu est parti et pondre au milieu des œufs déjà positionnés. Et sa larve va se développer aux dépens des autres en mangeant le pain d'abeille qui a été récolté par la mère d'Anthophora. D'ailleurs, cette image, elle est intéressante parce qu'elle vous montre comment dorment les abeilles sauvages. En fait, elles utilisent leur mandibule pour accrocher une partie d'un végétal, souvent des tiges ou oui, souvent c'est les tiges. Elles verrouillent leur mandibule autour et elles se laissent pendre et elles sont accrochées. Et des fois, certaines espèces qui sont contentes à dormir en groupe, on les voit toutes accrochées, endormies, immobiles le long des tiges. Alors chez les bourdons, c'est pas tout à fait pareil parce que comme ils sont sociaux, en fait, ils vont voler carrément la colonie entière. Et chez les bourdons, c'est la famille, enfin le genre Psytyrus qui fait ça. Alors, je vous montre là sur la droite un petit tableau avec toutes les espèces de Psytyre et les hôtes possibles. Et donc là, c'est carrément la reine, enfin la femelle, qui va rentrer dans une colonie d'une autre espèce déjà constituée, tuer la reine en place et utiliser la colonie en place, en fait. Il y a même certaines espèces qui sont bon, plus ou moins facultatives, mais qui sont plus capables même d'élever du tout elles-mêmes leur propre descendance. Donc, certaines sont associées à une seule espèce d'hôte, et puis d'autres, il y a plusieurs espèces, mais quand même la fidélité est assez importante. En général, c'est euh, un parasite social pour une espèce. Une autre caractéristique importante, c'est la taille du corps, parce que la taille du corps va être directement liée aux capacités de vol de l'individu. Donc, lorsque vous avez des grosses espèces comme les xylocopes ou les bourdons, elles sont capables de voler plus d'1 kilomètre jusqu'à plusieurs kilomètres. Les toutes petites, c'est plutôt une vingtaine de mètres, 100, 200 mètres. Donc, ça va vraiment, à partir de là, leur rayon d'action pour retrouver de la ressource va être très différente. Ensuite, il y a la phénologie. Donc, de phénologie, on parle de la date d'émergence, le moment où les abeilles adultes vont émerger et la durée de transe dans l'année. Donc là, vous avez plein de déjà, elle sort très tôt et en mai déjà, il n'y a plus d'individus, c'est fini. Cette espèce, on la trouve que de mars à mai. Donc, elle va être associée à des espèces à floraison plutôt précoce. Si on prend en face de cette flèche-là le xylocope, lui, on l'aura non-stop de mars à octobre, avec possiblement plusieurs générations les unes après les autres, mais il y en aura toute l'année en fait. Et à l'autre extrême, si on prend la dernière ligne du tableau, la Coletes ederae, c'est la colette du lierre. Elle est spécialisée dans la floraison du lierre qui a lieu en septembre et octobre, et donc on ne la voit qu'en septembre et octobre. Et donc souvent, on a deux communautés d'abeilles qui se succèdent, une plutôt, on va dire, printemps, début d'été, et une plutôt été, début d'automne. Et donc voilà, il va y avoir un lien entre la phénologie de l'abeille et la phénologie de ces plantes ressources. Et enfin, la socialité. Donc souvent, les abeilles dites sauvages sont plutôt solitaires, mais il y a toute une gradation entre les espèces sociales et les espèces solitaires. Donc les espèces solitaires, elles ont chacune son nid, chaque femelle a son propre nid, elles ne s'entraident pas, euh, et la femelle va mourir avant que les petits n'atteignent l'âge adulte. Ensuite, on a le niveau un petit peu au-dessus de socialité, ce sont les subsociales et les semi-sociales. Donc les subsociales, on a plusieurs fondatrices qui peuvent partager le même nid, mais elles vivent séparément, un peu comme dans un immeuble. Les semi-sociales, elles vont plutôt avoir de la coopération. Il y a même des fois, mais on n'est pas encore dans un système de colonie avec des ouvrières, par exemple. C'est les fondatrices qui s'entraident.
Ensuite, on a les œufs sociales inférieures, c'est des bourdons, c'est des petites colonies, mais qui sont annuelles. Et en fait, la reine va créer de toutes pièces la colonie et les ouvrières ne vont pas survivre à l'hiver. Et enfin, les œufs sociales, c'est l'abeille domestique. Donc là, c'est des colonies pérennes où les individus peuvent survivre à l'hiver. La reine peut vivre plusieurs années. Et les individus ne peuvent pas survivre isolés des autres. Et la reine ne va pas fonder entièrement la colonie à partir de rien. Lorsqu'elle va fonder une nouvelle colonie, elle va partir avec une partie de la colonie antérieure. Donc c'est ce qu'on appelle l'essaimage. Donc il y a toute cette diversité aussi. Et donc ça fait beaucoup de traits d'histoire de vie qui sont très différents. Et en fonction de la combinaison de ces traits, eh ben, l'espèce va répondre différemment aux modifications des paysages. Et donc, selon aussi le petit paysage, on va trouver des communautés composées d'espèces différentes. Alors, comment on va relier les diversités d'abeilles au paysage? Alors, d'abord, ben, comment on va caractériser le paysage? Donc, le paysage, c'est une sorte de mosaïque comme ça, avec plein d'habitats. Donc, nous, on s'intéresse particulièrement aux milieux dits semi-naturels. Alors, ils sont un peu naturels, mais ils sont quand même systématiquement gérés par l'homme, hein. Donc, on parlera de prairies permanentes, donc qui restent en herbe au moins plus de 5 ans, les éléments herbacés linéaires, les bords de chemin, par exemple, les forêts et les arbres forêts et lisières, arbres isolés. Et ça nous fait une sorte de première trame de lieux semi-naturels. Et après, on a la mosaïque agricole, composée de différentes cultures, avec des prairies aussi, mais des prairies temporaires, donc avec une diversité faible. Et là, on a des activités humaines beaucoup plus fortes avec différentes pratiques. On peut avoir des intrants, des labours, des fauches. Et ces deux matrices-là, elles sont liées au niveau des écotones, comme par exemple les lisières, qui vont être des milieux de transition, qui vont être traversés ou pas par les espèces, et dont les conditions physico-chimiques ou climatiques seront légèrement différentes d'un habitat d'un côté et de l'autre, des deux habitats adjacents. Et après, on a une façon de caractériser les paysages en fonction de leur hétérogénéité de composition, c'est-à-dire le nombre d'habitats différents, et l'hétérogénéité de configuration, c'est-à-dire pour une quantité de chaque habitat fixé, comment les tâches vont être agencées, avec des grains plus ou moins fins, de la connectivité plus ou moins importante. Et ce sont ces indices qu'on va mettre en lien avec l'abondance et la diversité des espèces et avec la structure des communautés. Donc, qu'est-ce qu'un paysage pour un pollinisateur? Donc, je vous disais que le pollinisateur est central. Donc là, j'ai indiqué son nid en jaune, on va dire que son nid est là. Après, il va suivre dépend de sa taille, il va donner les ressources nécessaires dans ce rayon-là. Donc, en fonction de sa spécialisation alimentaire, il va pouvoir aller butiner à différents endroits et ramener le pollen. Mais en fonction aussi du temps, enfin de l'année, du moment de l'année, les ressources, elles vont changer. En allant du printemps à l'été, on a la phénologie, on a une phénologie des plantes avec des espèces qui vont plutôt fleurir en début ou en fin de saison, y compris les espèces cultivées. Au printemps, on va voir le colza, en été, on va voir le tournesol, par exemple. On a aussi des moments où il va y avoir des fauches, donc les prairies, qui sont en mai extrêmement riches et diversifiées en fleurs, vont être quasiment toutes fauchées en même temps. Et donc, on va avoir un gros creux au niveau des ressources. Et dans les parties cultivées, on a les moissons, le désherbage, les différents épandages qui vont aussi modifier les disponibilités des ressources. Et donc, en fonction des caractéristiques dont je vous ai parlé un peu avant, là, du lectisme, euh, on va avoir des périodes plus ou moins favorables. Donc là, il y a dans les sites d'études où on travaille, là, voici un paysage en haut de printemps. Donc, tout ce qui est labouré pour une abeille, c'est du désert, hein, il n'y a aucune ressource. Les céréales qui viennent de pousser, c'est tout désherbé, il n'y a aucune ressource. Euh, Là, c'est un coin, il y a assez peu de prairies, donc il y a un petit peu de fleurs en prairie, mais l'essentiel des ressources, là, va être dans les éléments boisés, par exemple. Et en été, on va avoir quelque chose
d'un peu plus diversifié, avec plus d'adventices dans les zones moissonnées, plus de fleurs dans les prairies. Mais en tout cas, les paysages sont très mouvants pour les abeilles, qui, elles, ne bougent pas, enfin, bougent peu, quoi. Ensuite, il faut trouver une méthode d'inventaire. Alors, à chaque fois qu'on utilise une liste détaillée des espèces d'abeilles, c'est systématiquement des techniques létales. On est obligé de tuer les abeilles parce que la détermination se fait à l'albino par des spécialistes. Donc, on utilise, comme sur cette image-là, des bols colorés qui fonctionnent comme des pièges à guêpes, en fait, où on fait des captures au filet. Donc, on a la liste précise des espèces, leur abondance, mais par contre, c'est létal, ce qui est un peu embêtant pour des espèces en déclin. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est des observations, mais là, on va être très peu précis. On va être sur des grands morphogroupes. On n'est pas capable d'identifier la grande majorité des espèces à l'œil. Et donc, on va faire, par exemple, le groupe des bourdons, les grosses abeilles, les petites abeilles, voilà. Et une ou deux espèces qu'on sait reconnaître. En ce moment, on a des collègues qui utilisent l'intelligence artificielle pour essayer de faire de la détermination automatique sur la nervation des ailes. Donc ça, c'est en train d'être développé pour les bourdons, mais ça demande d'abord de les attraper, de les endormir au CO2, de photographier l'aile et qui ensuite est déterminée. On a aussi d'autres collègues qui essayent de faire la même chose avec les sons et les bourdonnements des bourdons. Donc ça aussi, certaines espèces sont identifiables comme ça, et aussi sur des photos. Et ce qui est assez prometteur, là, c'est la base de données nationale des barcodes des abeilles sauvages, qui est quasiment terminée, là. Et donc, ça peut être utilisé de deux façons. Lorsqu'on a un bol de capture, on peut imaginer tout mouliner, envoyer à la bande, enfin à l'ADN, et puis avoir la liste d'espèces sans passer par des experts. Mais c'est pas, ça reste une technique létale. En fait, l'enjeu là, c'est de réussir à avoir de l'ADN environnemental et donc récolter des fleurs, chercher l'ADN environnemental d'abeilles dessus et ainsi avoir la liste des espèces qui sont passées sur les fleurs. Donc ça, c'est développé par en particulier une collègue qui commence à avoir des résultats et qui nous aiderait bien pour éviter d'avoir à sacrifier les abeilles. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que comme ce paysage est une mosaïque de cultures, de prairies permanentes et de milieux arborés, on essaie de voir comment chacun de ces éléments va agir sur les communautés d'abeilles et comment ils vont interagir aussi entre eux. Donc, l'essentiel des captures d'abeilles qu'on a fait, c'était en bord de culture. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que les abeilles qu'on capture en bord de culture reflètent la qualité du paysage autour. Et on a aussi eu quelques manips dans les bois et les prairies. Donc petit à petit, on a pu reformer le puzzle des différentes interactions entre milieux. Voilà le puzzle fini, mais je vais le passer petit peu par petit peu. Donc la première chose, c'est au niveau des cultures. On s'est demandé si les intrants utilisés dans la culture, dans une parcelle, pouvaient impacter les abeilles qu'on récoltait à côté de la parcelle. Donc la première chose, c'est qu'il suffit d'une application de pesticides pour qu'on perde un tiers des espèces en bord de la parcelle. Il n'y a pas d'effet des herbicides et de l'azote. Alors pourquoi on regarde pour des abeilles des effets d'herbicides et d'azote? C'est parce que ça va changer drastiquement la flore des adventices. Donc les herbicides sur les quantités de fleurs et l'azote sur la diversité. Lorsqu'on met de l'azote, on a une homogénéisation de la flore. Ensuite, on a un effet négatif des herbicides, cette fois sur le potentiel de pollinisation. On ne sait pas encore trop faire le lien entre les deux, mais on a certains intrants qui vont agir sur la diversité et l'abondance des espèces, et d'autres intrants qui vont agir sur l'efficacité de la pollinisation qu'on mesure en mettant des fleurs tests en bord de parcelle. Lorsqu'on essaie de voir ce qui se passe sur le rayon d'action des abeilles, donc en général, nos paysages, ils font 500 mètres de rayon. Ça fait, comme ça, on capte à peu près
toutes les distances de dispersion possibles. Donc, lorsqu'on regarde, on fait la somme des intrants de chaque parcelle des paysages, ce qu'on appelle l'intensité des pratiques à l'échelle paysagère. On a une relation entre la quantité d'insecticides ou d'azote qu'on a et la richesse et l'abondance des abeilles sauvages au centre du buffer. Donc, on a un effet local et paysager de ces pratiques. Alors, il y a des interactions entre l'effet de ces pratiques sur les abeilles et les milieux semi-naturels. Par exemple, lorsqu'on regarde le lien avec les prairies permanentes, dans les zones qui ne sont, les bords de culture qui ne sont pas traités, quand il n'y a pas beaucoup de prairies, on capture beaucoup d'abeilles sur les bords de parcelles. Quand il y a beaucoup de prairies dans le paysage, on en capture beaucoup moins. Donc ça, c'est les effets de dilution-concentration. Quand il n'y a pas de prairies, il n'y a quasiment pas de ressources alimentaires. Donc les abeilles vont aussi en bord de champ récupérer les adventices. S'il y a beaucoup de prairies, elles vont pas venir chercher des ressources assez maigres sur les bords de champs et elles vont plutôt aller dans les prairies. Et cette relation, elle change lorsqu'on a des fongicides. Alors les fongicides, c'est encore plus toxique que les pesticides pour les abeilles, donc on les regarde pas mal. Et donc lorsqu'il y a lorsqu'il y a des fongicides dans la parcelle, euh, on se retrouve avec d'autant plus d'abeilles sauvages que la proportion de prairies est importante parce que là, ça fonctionne plutôt en puits et source. Comme on les dégage au fur et à mesure là, par l'utilisation des fongicides, en fait, plus il y a de prairies, plus il y a de malchance qu'un individu aille se retrouver sur un bord de parcelle en cherchant de la nourriture. Je vais tromper de côté. Hop. Voici. Tac. Les prairies sont aussi des sources de lieux de nidification. Et avec la télédétection, on a pu montrer que pour les espèces terricoles, il y avait une certaine association de pentes et de sols nus qui était particulièrement favorable à la nidification de ces espèces. Donc, les prairies, elles vont agir à la fois comme source de nourriture et comme site de nidification. En ce qui concerne tout ce qui est milieu arboré, donc chez nous, on considère en milieu arboré au sens large, hein, donc il y a les bois, leurs lisières qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil, et les haies. Et là, on voit que tous ces milieux-là sont des ressources nécessaires et non substituables aux abeilles sauvages. C'est-à-dire que, quelles que soient les autres variables utilisées dans les modèles, la quantité et la diversité d'abeilles sauvages va dépendre de la quantité de bois dans le paysage. Donc, dès qu'on a des bois, on a des abeilles, on a plus des abeilles sauvages et des communautés plus riches. Donc, ça veut bien dire que à un moment, ces bois sont nécessaires au maintien de ces communautés, même si pour l'instant, on ne sait pas à quel niveau ils le sont. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'effet positif de ces milieux arborés et aussi herbacés sur la richesse et l'abondance des abeilles sauvages va dépendre de la façon dont est gérée la matrice agricole et donc de l'intensité des pratiques. Et en fait, le lien entre quantité de milieux semi-naturels et richesse ou abondance va dépendre de si on parle de ressources alimentaires supplémentaires ou complémentaires. Donc, par exemple, si on a des ressources supplémentaires, c'est le cas en haut, là, la petite image du haut, si ces ressources sont situées dans les milieux semi-naturels, à gauche, dans un paysage intensif, on va avoir ces ressources que dans les milieux semi-naturels. Donc, quand on va augmenter la surface en milieu semi-naturel, on part d'assez peu d'abeilles parce qu'il y a peu de ressources. Donc, c'est la ligne rouge, là, la droite rouge. Il suffit de rajouter pas beaucoup, un petit peu. Dès qu'on rajoute un petit peu de milieu semi-naturel, on rajoute tout de suite de la ressource. Et donc, la richesse et l'abondance augmentent vite. Quand on est dans une zone plus extensive, ces ressources, elles se trouvent aussi dans la matrice agricole. Donc, on commence avec une richesse et une abondance assez importante, et le fait de rajouter ces milieux semi-naturels va assez peu augmenter la richesse et l'abondance. Alors, ça ne marche pas du tout pareil quand on a des ressources complémentaires. Si on a un type de ressources dans les zones, les milieux semi-naturels et un autre type de ressources dans la matrice agricole,
Lorsqu'on est dans une zone intensive, on n'a qu'une seule des deux ressources. Et si on rajoute des milieux semi-naturels, on ne va pas rajouter la seconde espèce. Et donc, on va rester avec des richesses et des abondances pardon, très faibles. Par contre, dans les zones extensives, le fait de rajouter des milieux semi-naturels va rajouter de la ressource, on est un peu comme dans le premier cas, et du coup, on va augmenter les effectifs. Alors, dans les études qu'on a fait, on est plutôt dans le premier cas, dans des ressources supplémentaires, ce qui s'explique parce que on a beaucoup d'espèces qui sont généralistes et donc qui sont capables de butiner un petit peu n'importe quelle espèce. Et donc, ça se comporte comme des ressources supplémentaires. Alors, ce graphique explique aussi pourquoi dans les zones type, on va dire, la bosse, qui sont très intensivement gérées et avec peu d'éléments arborés, le fait de rajouter une ou deux haies, déjà, on va exploser le nombre d'espèces et leur abondance. Donc, il y a une interaction entre les milieux semi-naturels et l'intensité des pratiques. Si on regarde un peu plus précisément au niveau des lisières et au niveau des milieux arborés, on a des espèces spécifiques en fait dans ces habitats-là. Il y a 2 ans, on a fait à l'intérieur de bois. Alors nous, on a plutôt des petits bois, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une richesse énorme d'abeilles à l'intérieur des bois, en particulier dans les zones qui étaient ouvertes à l'intérieur des bois. Donc ça peut être une coupe, une clairière, mais ça peut être juste un chablis, hein, juste lorsqu'il y a les houppiers qui sont légèrement disjonctifs et qu'il y a un petit peu de lumière qui arrive au sol. Et surtout, au début du printemps, on a l'essentiel de la richesse en abeilles qui se retrouve dans les bois. Alors pour l'instant, on ne sait pas si on capte les émergences, c'est-à-dire que ce sont des abeilles qui nichaient dans les bois et on les détecte au moment où elles sortent, ou si elles viennent chercher des ressources particulières, puisque il y a beaucoup d'espèces d'essences forestières qui fleurissent à ce moment-là. Mais en tout cas, ça va dans le même sens que ce qu'on voyait là sur le fait qu'il y avait sans doute des ressources nécessaires et non substituables dans les forêts. On a essayé de voir la complémentarité entre milieux arborés et prairies permanentes via des réseaux d'interaction entre les plantes et les pollinisateurs. Donc ça passe par des expérimentations où on capture les abeilles au filet, on identifie l'abeille, on brosse tous les pollens, on récupère les pollens, on identifie les pollens. Et donc, on a un lien entre une espèce et une communauté de plantes, d'abeilles, de plantes à partir des pollens. Et donc, qu'est-ce on a vu? C'est que, il y avait des espèces spécifiques des milieux boisés, des espèces spécifiques des prairies, donc une complémentarité entre les deux, que, il y avait moins d'espèces euh, par point d'échantillonnage dans les milieux arborés, mais chaque point d'échantillonnage était très différent des autres. Donc à l'échelle d'un paysage, la diversité gamma, ça voulait dire que chaque bois supplémentaire ou chaque haie supplémentaire rajoutait une liste d'espèces importantes. Contrairement aux prairies, qui présentent des richesses importantes d'espèces, mais par contre, elles sont toutes un petit peu pareilles. Donc rajouter des prairies ne va pas beaucoup augmenter le nombre d'espèces au niveau régional. Et on avait aussi des interactions spécifiques entre les plantes et les pollinisateurs, que ce soit du côté prairie permanente ou du côté milieu arboré. Et en particulier, enfin, bon, c'est des analyses de réseau qui indiquent que on a un certain pourcentage de spécificité de ces relations. Et alors là, il y a plus de spécificité côté prairie permanente, mais il y en a quand même aussi côté milieu arboré. Au niveau des interactions entre habitats, on a aussi le fait que la composition fonctionnelle des communautés dépend de certains gradients environnementaux. Donc, dans ces modèles, on rentre les traits dont je vous ai parlé au début, là. Donc, ça peut être la socialité, l'alexie, la distance intertellulaire, donc les capacités de vol, etc. Et on regarde la structuration des communautés en fonction de ces traits. Et on voit que les communautés vont se partager suivant 2 grands gradients.
il y a un gradient qui est la longueur et la proximité de lisières forestières. Alors, dans ces modèles, ce qui est compliqué, c'est que comme la superficie de la forêt et la longueur de sa lisière sont fortement corrélées, on ne sait pas dans les modèles habituels si ce qu'on voit, c'est une relation entre l'abondance des abeilles et la longueur et la lisière ou avec le bois. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on pense que c'est plutôt la lisière qui est plus ouverte qui influence l'abondance et la diversité, parce que on avait assez peu échantillonné à l'intérieur des bois. Donc, dans les modèles basés sur de la télédétection, on ne peut pas faire la différence entre lisière et surface de bois. Donc, en tout cas, plus on a de bois et plus ils sont proches, plus on a des abeilles sociales à butinage tardif. Lorsque, au contraire, on a plus de prairies et de haies, on a des abeilles plutôt solitaires, petites et qui nichent dans le sol. Et lorsqu'on n'a ni l'un ni l'autre, donc c'est en bas à gauche du graphique, là, c'est les abeilles qui résistent à tout dans les paysages agricoles. En gros, c'est des grosses espèces qui volent loin, qui sont oligolectiques parce qu'en fait, elles sont spécialisées sur le colza ou le tournesol et, qui ont un butinage précoce justement adapté au colza et qui nichent hors du sol parce que si elles nichent dans le sol, elles se font labourer. Donc, en fonction voilà, de la naturalité du paysage, on a vraiment des communautés avec des traits différents. Et ce qui veut dire que non seulement il faut une diversité des d'âge, mais il faut aussi, si on veut à l'échelle régionale maintenir des communautés différentes, avoir des paysages différents. Et le dernier point, ça commence à être bien plein là, c'est ici, là, au-dessus des cultures, c'est le fait que les milieux arborés et les milieux prairiaux sont des éléments clés pour la continuité temporelle des ressources florales. Donc, si on regarde à partir de la phénologie des plantes, les pics de production de pollen et de nectar dans les milieux arborés, dans les prairies et dans les cultures, et que on les superpose en fonction de la proportion de chaque type d'occupation du sol dans les paysages, on va avoir des profils différents de quantité de ressources dans le temps. Et donc, si on regarde en moyenne sur l'année, là, le graphique du bas, alors là, c'est pour 1 mètre carré, ça a été calculé pour 1 mètre carré de chaque type d'habitat. On voit que les milieux forestiers vont fournir des ressources ici, là, mai, juin, c'est période de disette, parce qu'il y a la fauche qui fait qu'il n'y a plus de fleurs dans les prairies. Ça va aussi pas mal compenser les disettes de fin d'été, là, à la fin. Et ça va être aussi le lieu là où il y a les premières espèces qui fleurissent et donc qui vont supporter toutes les abeilles précoces dans l'année. Et voilà, et donc en fonction de la répartition, de la quantité de ces trois habitats, on va avoir des milieux qui sont plus ou moins favorables à certaines abeilles sauvages. Là, je vous ai mis en jaune euh, tous les résultats qu'on a eus qui indiquent une importance des milieux forestiers dans le maintien des communautés d'abeilles sauvages dans les paysages agricoles. Donc, c'est quasiment les trois quarts de la page. Donc, on a quand même énormément d'indices qui nous montrent que sans les éléments forestiers, on n'arrive pas à maintenir des communautés riches et diversifiées. Et ben voilà, j'ai fini. Je n'ai même pas regardé combien de temps j'ai pris, si ça va à peu près. Je vous ai mis une petite forêt parce que vous aimez bien la forêt. Vous m'entendez toujours? Par contre, je vous entends pas très bien. Pas très bien, c'est pas du tout. C'est parce que c'est un peu loin du micro, je pense, quand vous êtes dans la salle. Ah, là c'est mieux. Ah ouais, super. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup ouais, pour ce que vous nous avez partagé. Oui, ça fait, je crois, 45 minutes, un truc comme ça, c'est très bien. Du coup, pardon, s'il y en a qui ont des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre, soit à les écrire dans le fil de discussion, soit sinon, je crois que vous pouvez, enfin, moi, je peux vous donner la parole. Donc, voilà, s'il y en a qui ont envie de prendre la parole, je peux donner la parole.
Sinon, moi, j'ai une question en attendant, du coup, Mhm. qu'il y en a d'autres qui en posent. Du coup, vous avez dit donc voilà que les abeilles elles étaient assez reliées finalement au bois. Mais en fait, est-ce que vous savez si c'est le bois vivant? Est-ce que c'est le bois mort aussi? Parce que vous avez dit qu'il y en a beaucoup qui vivent aussi dans des cavités d'insectes saproxyliques. Donc, est-ce qu'il y a aussi un lien du bois mort avec les communautés d'abeilles ou pas? Ou est-ce que vous savez pas? Alors, les premières analyses que j'ai fait montraient pas un lien énorme avec. Alors, j'ai regardé avec le bois mort au niveau de la zone de capture et sur le bois en entier. Hmm. Et on a le bois mort au sol, sur pied, de différents diamètres. Et c'est pas flagrant, flagrant, alors qu'il y a des études qui montrent des liens beaucoup plus importants. Donc, il faut qu'on creuse un peu ça. On n'a pas regardé non plus en fonction de la quantité d'endromicrohabitats représentés par soit des cavités, donc ça c'est plutôt les abeilles domestiques ou certains bourdons, soit les trous de sortie des saproxyliques, mais les études spécifiques sur ces trous de sortie montraient quand même que pas mal d'espèces utilisaient ces trous. Ça n'a pas été fait sur nos études, mais ça c'est connu, ouais. Et après, ben, il y a les ressources alimentaires. Alors, quand on est au début du printemps, dans le sud-ouest, jusqu'en ouais, quasiment avril, les sous-bois ils sont complètement clairs, il n'y a pas encore les feuilles. Et donc, honnêtement, pour une abeille, ça pose aucun. Comme les bois sont pas très grands, en plus, ça pose aucun problème de traverser le bois et de trouver des petites clairières ou quelque chose. Par contre, au fur et à mesure de la saison, on a de plus en plus de feuilles et que c'est de plus en plus fermé. On a encore des abeilles qui arrivent, des espèces qui arrivent à rentrer jusqu'aux clairières, mais il y en a de moins en moins. Il y a un filtre qui est de plus en plus fort. Et donc, on n'a pas encore tout relié avec les abeilles qu'on trouvait en milieu ouvert par d'autres études, mais il semble y avoir quand même des spécificités des abeilles un peu différentes dans les bois. Il n'y a pas d'espèces qui sont inféodées strictement au bois. À chaque fois, on peut les trouver ailleurs, aussi en lisière ou voilà. Mais il y en a sans doute qui sont plus ou moins dépendantes que d'autres. Ouais. Et Et ça reste pareil, à creuser. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une littérature super riche en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, sur les abeilles forestières. C'est-à-dire que quand ils font des manips en forêt, ils regardent toujours les abeilles. Ils sont au point sur les abeilles forestières. En Europe, on a quatre pauvres études qui se mettent en duel. Et en France, les derniers papiers où étaient indiquées les abeilles forestières, ça parlait uniquement des lisières. Et en fait, il y avait une sorte de tradition qui disait que bah, s'arrêter aux lisières, quoi. En gros, ça servait à rien d'aller en forêt. Et finalement, je pense qu'on a pris un peu de retard par rapport aux collègues étrangers. Et il y a pas mal d'espèces. Mais alors, comme on part de zéro, bon, déjà, là, l'étude qu'on a faite avec les abeilles en forêt, c'était la première, hein, on n'avait pas d'autres. Donc, on est vraiment au niveau zéro là. Et ok. j'espère qu'on va pouvoir gratter un peu plus. Alors, les sites de nidification, c'est super difficile parce que pour les repérer, déjà, sur les talus, c'est difficile. Mais ouais, en forêt, je ne sais pas trop comment on fait. Il y a des études qui ont mis des espèces qui mettent un peu des phonies, quoi, de la terre ou des tubes de bambou, de trucs comme ça, et qui regardent le taux d'occupation comme des hôtels à insectes, en fait. Et, et donc, voilà, ils font comme ça, mais ça, il n'y a pas de lien direct avec vraiment la quantité d'habitat propice à la nidification. J'avais suivi un chercheur aussi qui essayait de trouver les nids en forêt. Et lui, il mettait un appât et puis il marquait les abeilles. Et il regardait la direction dans laquelle elle partait, puis en combien de temps elle revenait. Du coup, il avait à peu près une Hmm. direction et à peu près une distance. Mais après, il mettait quand même, enfin, il galérait quand même après à trouver les nids. Donc, Ça, c'est un boulot de galérien, quoi. ouais, voilà. Mais ça marchait quand même, il en trouvait quelques-uns. Hmm. Alors, il y a une Euh, technique pour trouver les nids, c'est de chercher. En fait, les espèces, les coucous, là, les parasites, sont très peu discrets. Quand il y a une abeille terricole, euh, en fait, elle arrive super vite sur son nid, elle rentre direct.
c'est très difficile de détecter le nid. Elles ressortent très vite aussi. Alors que les coucous, là, les kleptoparasites, ils se baladent, ils cherchent les nids. Et puis souvent, ils ont des couleurs assez péchues en plus. Donc souvent, on cherche les parasites pour trouver les nids. Mais bon, Mhm. c'est Ouais, pareil, c'est difficile, quoi. C'est vraiment du cas par cas. ouais, oui. Il y a une question de... Je sais pas, j'ai que les initiales là. Bon, je la lis. Avez-vous constaté des phénomènes de compétition au niveau de l'exploitation des ressources alimentaires? Alors, on n'en a pas entre abeilles sauvages. Par contre, ce qui est assez classiquement retrouvé, c'est avec l'abeille domestique. Plus on a d'abeilles domestiques, plus on a de la compétition avec les abeilles sauvages et moins on a d'abeilles sauvages. Alors ça pose des problèmes en forêt parce que, si je me souviens bien, il y a des histoires de contractualisation entre l'ONF et les apiculteurs, par exemple, avec des définitions de quantité de ruches à l'hectare, etc. Avec des seuils qui, à l'origine, étaient très hauts, avec des quantités de ruches énormes. Euh, c'est un souci récurrent, ça. Ça a été beaucoup étudié en ville avec la mode de mettre des ruches sur les toits, où en fait c'était assez contre-productif avec les abeilles sauvages. Mais oui, il y a de la compétition. Ouais. Alors, il y a de la compétition aussi. Alors, c'est pas trop. C'est surtout dans le sud-est, il y a une nouvelle espèce là de mégachile, une grosse espèce qui a tendance à piquer les sites de nidification d'autres. Hmm. Ouais, justement, là, il y a une question. Constate-t-on déjà une prédation importante du frelon asiatique sur les abeilles sauvages? Peut-on déjà le quantifier? Donc oui, sur des espèces Alors, exotiques. j'en ai aucune idée, honnêtement. C'est vrai que ça chope essentiellement les domestiques et je sais pas si quelqu'un a regardé sur les abeilles sauvages. Hmm. Si c'est vraiment spécialisé sur l'abeille mellifère ou pas, quoi. En Pareil, tout juste cas, d'un point de vue juste vocabulaire, pour bien être sûr d'avoir compris, quand on parle d'abeilles sauvages, c'est les abeilles qui ne peuvent pas être domestiquées. Mais du coup, par exemple, ce qu'on appelle l'abeille noire, je sais pas si c'est Apis mellifera, elle, finalement, elle peut aussi vivre sans l'homme. Donc, est-ce qu'on la considère comme une abeille sauvage ou comme une abeille domestique? en fait, ouais, alors, abeille domestique, c'est un peu un abus de langage. Normalement, c'est l'abeille mellifère. Hmm. Et il y a différents sous-types dans l'abeille mellifère, dont l'abeille noire, qu'on estime comme être une abeille assez locale et pure génétiquement, pas mélangée avec des populations sélectionnées pour les ruchers. Après, j'ai des collègues qui bossent spécifiquement sur voilà, la génétique des abeilles mellifères. Et au final, il y a quasiment plus d'abeilles noires de base, quoi. C'est un progressé un peu de partout, hein. Alors, les abeilles mellifères, on les a soit en ruche, soit elles sont capables de nicher sans aucun souci dans les cavités en forêt. Alors, pour nous, c'est la même chose, hein, qu'elles soient dans des ruchers ou dans des situations hors ruche, ça reste la mellifère, voilà. Et toutes les autres espèces, on les appelle les abeilles sauvages. Hmm. C'est plutôt les abeilles, ouais, ouais. Vous avez des questions? Non, vous avez pas de- Donc, il n'y a pas d'autres questions. Moi, je crois que j'en avais une autre. Je trouve plus. Ah, il y a aussi souffre-t-elle du varroa? Eh ben là, je ne sais pas. En fait, le varroa, c'est un souci chez... Alors, je ne m'y connais pas trop en abeilles domestiques. J'ai quelques ruches, mais si j'ai bien compris, ça pose pas mal de problèmes au moment de l'hiver, puisque le Hmm. varroa va rester sur le couvain l'hiver. Mais comme sur la majorité des abeilles enfin, n'ont pas un niveau de socialité tel qu'il y a un maintien comme ça d'un couvain gardé au chaud tout l'hiver, je suis pas sûre qu'ils passent. Bon, après, il y a plein d'acariens. En général, alors, on voit, hein, ils ont plein d'acariens attachés dessus, mais c'est pas forcément du varroa. Moi, j'avais une question aussi, oui, d'un point de vue très utilitariste. Si on veut vraiment favoriser la pollinisation au maximum, est-ce qu'il y aurait un paysage forestier, en fait,
pardon, un paysage agricole, mais justement, enfin, qui serait mélangé peut-être avec des forêts, avec des haies, ou tout ça, qui serait, on va dire, idéal, on va dire, pour qu'il y ait un maximum de pollinisation. Ah bon, on n'a Et pas du coup, cherché à finalement, optimiser ça. On est en train de développer là des modèles de simulation justement pour, pour tester différentes configurations paysagères. mm, Mais ce qu'on dit en général, c'est plus il y a du milieu semi-naturel, mieux c'est. mm, Donc le maximum qui est possible de milieu semi-naturel. Et comme en plus les abeilles, elles ont tendance à pas trop rentrer dans les parcelles, il faut pas des parcelles trop grandes si on veut optimiser la pollinisation des cultures. Sinon, elles restent sur le bord en fait. Donc, il vaut mieux des parcelles un peu plus petites. ok. Et du coup, c'est pareil, est-ce qu'il y a des espèces d'abeilles sauvages qui sont plus efficaces en termes de pollinisation que d'autres? Plus efficace, je crois pas qu'il y ait eu des études là-dessus. Ce qui est efficace, c'est d'en avoir plusieurs espèces mélangées, voilà, qui Ok. vont permettre d'avoir une complémentarité dans la pollinisation. Mm, J'ai pas de souvenir d'études qui comparent l'efficacité de différentes. Alors, c'est fait sur les abeilles qu'on peut élever, en particulier, qu'on peut acheter commercialement, hein. C'est les abeilles domestiques, les bourdons, Bombus terrestris, qu'on peut acheter des ruches, et les osmies. Et c'est vrai que là, c'est plutôt dans les vergers. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment évalué s'il y en avait une plus efficace que l'autre. mm. Mais oui, c'est des choses qu'ils cherchent à optimiser dans l'optique d'utiliser ça si les communautés naturelles n'arrivent pas à se maintenir. Mm. Après, c'est toujours un peu sensible. Enfin, des fois, c'est un peu des fausses bonnes idées parce qu'on se dit, bah, c'est bon, on a trouvé un moyen de pallier à la mauvaise pollinisation, donc on peut à la fois traiter et mettre des ruches. Mm. Oui, et Donc, puis c'est pas top. ce que vous expliquez aussi, c'est que finalement, il y a un paradoxe dans le fait que, bah, que les abeilles, finalement, ce qui les tue beaucoup, c'est les produits phytosanitaires, mais que sans les abeilles, du coup, ben, enfin, ou sans les pollinisateurs sauvages en général, bah, les rendements de culture, ils sont moindres. Et en même temps, bah, les Mm. produits phytosanitaires, ils ont pour objectif, normalement, de favoriser aussi le rendement. Donc en fait, il faut un petit peu un choix, finalement, à faire entre produits phytosanitaires et... Oui, mais je pense que c'est un peu comme en protection des cultures. La dernière euh, grosse étude méta-analyse là, sur la protection des cultures en utilisant les éléments paysagers là, qui a été pilotée côté INRAE, montre bien que on peut les bénéfices à baisser la quantité de phytosanitaires pour bénéficier de la prédation naturelle sont plus importants que avoir moins de prédation naturelle mais payer à mettre les phytosanitaires. Ouais. Donc, alors ça n'a pas été fait, je crois, côté pollinisation, mais il n'y a pas de raison que ça marche très différemment, quoi. Après, il y a tout un des améliorations des différentes variétés faites par les semenciers, justement pour s'affranchir au maximum de la pollinisation. Donc avoir des colzas de plus en plus auto-fertiles, des tournesols, ainsi de suite. Mais après, voilà, il y a des fois des différences de qualité de graines, de quantité de graines. Mm. Ah, la proportion d'espèces oula. Oligolectiques, je ne sais plus ce que ça veut dire, varie-t-elle en fonction du type de milieu? Oui, alors ça c'est un truc qu'il faut qu'on recreuse avec les dernières années. Mais donc plus il y a du colza, plus il y en a, souvent. Par contre, bah, par exemple, celles qui sont plus sur fabacées, si dans les cultures, hein, il y a plus de fabacées, elles vont en profiter. Mais il n'y a pas eu, depuis qu'on fait de l'agriculture, une évolution des spécificités alimentaires des abeilles sauvages. Donc en fait, avant qu'il y ait l'agriculture, elles étaient adaptées à ce qu'on avait dans les milieux naturels. Donc en théorie, elles sont adaptées voilà, à ce type de milieu. Et de temps en temps, il y a certaines espèces qui profitent voilà, de ces énormes floraisons de printemps ou d'été.
Mais voilà, si on veut, en fait, c'est des associations de milieux qui font qu'il y ait des ressources de façon continue dans l'année qui vont favoriser les oligolectiques, par exemple. Et il y a une autre question aussi que j'avais loupée. En France, vous avez un groupe oui, vous avez un groupe qui travaille sur l'élevage des osmies. J'ai oublié le nom, l'abeille rousse. Oui, c'est l'abeille rousse, l'Osmie cornuta ou un truc comme ça, là, qui est élevé. Euh, c'est possible. Je sais qu'ils bossent à Avignon dessus, là, mais est-ce que c'est eux qui travaillent sur l'élevage? Je crois qu'ils bossent plutôt sur l'intérêt dans la pollinisation des vergers. Je suis pas sûre. En tout cas, comme ça, de mémoire, non, je me souviens pas. Bon, les osmies, elles sont faciles à élever parce qu'elles utilisent les tiges creuses, là, comme dans les arbres, les, les nichoirs à insectes, hein. D'accord. On les a souvent dans les trous des fenêtres en bois, là, qui nichent sous les tables. Mais c'est elle qui creuse les cavités? Non, non, elles utilisent des cavités. Alors, elles peuvent creuser quand c'est de la moelle un peu tendre, mais sinon, elles creusent pas. Non, elles utilisent des cavités existantes. Et puis, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là, je crois. Parfait. J'espère que ça vous aura donné envie de mettre des abeilles dans les forêts. Ouais. Ouais, et surtout aussi d'étudier ça finalement, parce que, comme vous dites, il y a Ouais, encore. ouais, ouais, il y a peu de choses, hein. Mm. Eh ben, merci beaucoup, Émilie Voilà, je Andrieux. crois qu'il y a un autre. De rien, Voilà, vous avez plein de remerciements aussi dans les commentaires. c'est sympa. Voilà, on n'était pas, j'ai pas vu où il en est 12, je sais pas combien au total on était. Bon, un peu plus avec les gens qui sont dans la salle. Mais voilà. Eh ben, Ben, merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.